Accrochez-vous bien, car aujourd'hui nous allons plonger ensemble au cœur d'une réalité économique parfois méconnue, souvent négligée, mais ô combien cruciale pour comprendre ce qui se joue dans l'un des pays les plus influents de l'histoire moderne. Vous pensez tout savoir sur la grandeur de la Grande-Bretagne, berceau de la révolution industrielle, patrie de la monarchie la plus médiatisée au monde et terre d'accueil de l'une des villes les plus prestigieuses qui soit, Londres, restez avec moi jusqu'au bout, car vous pourriez bien réviser votre jugement. Au fil des prochaines minutes, nous allons déconstruire un paradoxe, celui d'un pays à l'histoire glorieuse qui se retrouve aujourd'hui au bord d'une stagnation économique prolongée, alors même que sa capitale continue de briller de mille feux. Je vous garantis qu'il y aura de quoi réagir, commenter et débattre, car les faits qui suivent sont pour le moins surprenants. Je vais vous partager de nombreux exemples, des références historiques, des anecdotes contemporaines, des chiffres et des dates, pour que rien ne soit laissé dans l'ombre. Mon objectif, vous offrir un panorama détaillé, nuancé et captivant de l'état actuel du Royaume-Uni et plus précisément de l'écart grandissant entre la prospérité de Londres et la fragilité économique du reste du pays. Préparez-vous à découvrir ce qu'on appelle déjà la première nation industrialisée en voie de désindustrialisation. Imaginez Londres, ville de rêve, capitale cosmopolite et puissante, dont l'économie est évaluée à environ 580 milliards de livres sterling, soit à peu près 652 milliards de dollars. Si Londres était un État indépendant, elle se classerait comme la 22e plus grande économie mondiale, juste devant des pays comme l'Argentine ou la Suède. Ces chiffres font tourner la tête, n'est-ce pas? Pourtant, ce succès londonien est loin d'être représentatif de l'ensemble du Royaume-Uni. La petite région du sud-est de l'Angleterre concentre quasiment la moitié du PIB du pays, alors même qu'elle ne réunit qu'un tiers de sa population. Un tel déséquilibre est rarement observé dans les autres grandes nations industrialisées. Cela rend la situation britannique particulièrement sensible. Si l'on retirait purement et simplement la contribution économique de Londres, le PIB par habitant du Royaume-Uni se trouverait amputé d'environ 14%. Un tel effondrement suffirait, selon certaines estimations, à ramener le pays à un niveau proche de celui du Mississippi, l'un des États les plus pauvres des États-Unis. Ne serait-ce pas là un paradoxe pour la puissance qui, jadis, se targuait de dominer un quart des terres émergées du globe? Depuis une dizaine d'années, le Royaume-Uni traverse une zone de forte turbulence. Les revenus réels disponibles, c'est-à-dire ce qui reste dans la poche des gens après impôts, taxes et éventuelles allocations, stagnent. Les prix des biens et des services augmentent plus rapidement que les salaires. La productivité demeure particulièrement basse et la crise du logement atteint un niveau alarmant. D'après certaines statistiques, le Royaume-Uni figurerait désormais parmi les pays développés ayant le plus fort taux de sans-abri. Comment en est-on arrivé là? Et surtout, pourquoi n'entend-on pas davantage parler de cette situation? C'est ce que je vais m'employer à élucider. Au lieu de consacrer des ressources à résoudre ces problèmes structurels, le pays a vu s'enchaîner plusieurs décisions politiques qui, pour le moins, n'ont pas arrangé la situation. Nombre d'analystes estiment que le point de départ de ce déclin relatif remonte à 2008, année de la crise financière mondiale. Pour replacer cette date dans un contexte plus large, souvenons-nous qu'en 2008, l'effondrement du marché des subprimes aux États-Unis a déclenché une crise planétaire. Beaucoup de grandes banques, en Europe comme aux États-Unis, se sont retrouvées au bord de la faillite. Au Royaume-Uni, le gouvernement a dû injecter près de 141 milliards de livres pour renflouer les banques britanniques et éviter un effondrement complet du système financier national. Le problème, c'est que, dans la foulée de cette énorme dépense publique, les gouvernements successifs ont opté pour une politique d'austérité. Moins de dépenses sociales,
peu ou pas d'investissement dans l'infrastructure, aucune relance fiscale par des baisses d'impôts marquées ou des augmentations substantielles du salaire minimum, pas d'aide notable au logement, pas de contrôle inflationniste musclé. En résumé, on a laissé le marché naviguer de lui-même, espérant que la reprise allait suivre son cours naturellement. Or, pour les gens ordinaires, le résultat fut dévastateur. Les revenus des ménages ont baissé puis cessé d'augmenter. Selon plusieurs analystes, le Royaume-Uni a connu ce qu'on appelle une décennie perdue sur le plan des salaires. Voici un exemple frappant. En 2007, le ménage britannique moyen avait un revenu réel inférieur de seulement 8% par rapport à un ménage norvégien et de seulement 6% en dessous d'un ménage américain. 10 ans plus tard, l'écart s'est creusé de manière spectaculaire. Aujourd'hui, le ménage britannique moyen est 20% derrière son homologue norvégien et 16% derrière le ménage américain, toujours en termes de revenus réels. Or, quand un ménage voit son pouvoir d'achat diminuer ou stagner, son moral en pâtit, sa consommation baisse, et l'économie ne peut que s'en ressentir. C'est un cercle vicieux. Moins de revenus signifie moins de consommation signifie moins de recettes pour les entreprises, et donc moins d'emplois et moins de croissance. De plus, la productivité qui représente la quantité de biens et de services qu'un travailleur peut produire en un temps donné, a accusé un retard de plus en plus frappant. Avant la crise de 2008, le Royaume-Uni se situait juste derrière les États-Unis parmi les pays du G7 en termes de productivité. Aujourd'hui, il est avant-dernier sur cette même liste. Pourquoi est-ce si important? Parce que, historiquement, l'augmentation de la productivité est la source la plus fiable et la plus pérenne de croissance économique. Elle permet de produire plus avec moins d'efforts, ce qui augmente la richesse générale. Dans l'industrie, par exemple, passer de la fabrication de textiles à la fabrication de microprocesseurs fait bondir la productivité parce que la valeur ajoutée dans les hautes technologies est bien plus élevée que dans la simple confection de vêtements. Dans certains pays comme le Japon, on transforme peu à peu des terres agricoles en usines ultramodernes pour maximiser le rendement économique sur la même surface. Au Royaume-Uni, cette nécessité d'innover et d'augmenter les capacités productives a été mise de côté au lendemain de 2008 au profit de politiques de sauvetage bancaire et d'austérité. Le résultat est sans appel. Le pays subit une crise de la productivité et de son propre aveu, il n'y a pas de solution rapide en vue. Cette stagnation économique aurait pu être mieux gérée si le paysage politique avait pris la mesure du problème. Or, pendant des années, aucun grand parti n'a réellement mis sur la table la question de cette décennie perdue. Les politiciens étaient davantage occupés par d'autres débats qui ont finalement culminé en 2016 avec le Brexit. Celui-ci était présenté par ses partisans comme une façon de reprendre le contrôle et de libérer l'économie britannique. Les opposants au Brexit, eux, redoutaient que l'incertitude liée à la sortie de l'Union européenne n'aggrave la situation déjà précaire. La suite des événements semble donner raison aux plus pessimistes. Selon la Banque d'Angleterre, le Brexit aurait entraîné une chute de 25% des investissements directs étrangers entre 2016 et 2021. En clair, au moment même où le pays avait le plus besoin de capitaux, il a découragé un quart des investisseurs qui seraient sans doute venus s'installer ou se renforcer au Royaume-Uni si l'incertitude n'avait pas été si grande. Comme si cela ne suffisait pas, l'année 2020 a apporté une nouvelle catastrophe, la pandémie de 2019. Pour faire face à la crise sanitaire et économique, le gouvernement britannique a emprunté près de 280 milliards de livres supplémentaires, soit un montant colossal, dans l'espoir de maintenir l'économie à flot. Le principe, à l'époque, était que les taux d'intérêt étaient historiquement bas, autour de 0,1%. Les responsables pensaient donc que le remboursement de cette dette supplémentaire serait gérable. Hélas, c'était sans compter sur l'irruption d'un troisième choc géopolitique, la guerre en Ukraine, déclenchée par l'invasion à grande échelle, lancée par la Russie en février 2022. À partir de ce moment,
l'accès au pétrole et au gaz russe a été en grande partie coupé du fait des sanctions et des bouleversements logistiques et diplomatiques. Les prix de l'énergie ont flambé dans toute l'Europe et au Royaume-Uni, la note pour se chauffer a triplé par rapport aux années précédentes. Conscient du risque politique et social majeur, le gouvernement britannique a décidé d'injecter entre 60 et 100 milliards de livres pour soulager les ménages affectés par la hausse des factures de gaz et d'électricité. Si cette politique de soutien a sans doute évité des drames humains plus graves, elle a aussi fait exploser la dette publique à un niveau record. À la fin de cette triple secousse, crise financière, Brexit, pandémie et guerre en Ukraine, le Royaume-Uni se retrouve avec un taux d'endettement colossal et des taux d'intérêt redevenus élevés. Avant la guerre en Ukraine, on pouvait se dire que rembourser la dette colossale de la pandémie contractée à faible taux d'intérêt resterait supportable, mais dès lors que la Banque d'Angleterre a dû remonter ses taux pour endiguer l'inflation, la charge de la dette s'est envolée. De 40 milliards de livres par an, les remboursements d'intérêts sur la dette publique sont passés à 100 milliards, soit 60 milliards de plus. Cette différence de 60 milliards équivaut quasiment à la totalité du budget alloué à la défense. Autrement dit, chaque livre sterling supplémentaire consacré au paiement des intérêts de la dette est autant de moins pour financer les hôpitaux, les écoles, les transports ou les infrastructures. Dans ce climat tendu, la qualité des services publics se dégrade. Les gens font face à des listes d'attente plus longues dans les hôpitaux, les salaires des fonctionnaires stagnent, la maintenance du réseau ferroviaire est retardée, et ainsi de suite. Le mécontentement monte, d'autant que les contribuables, eux, ne sentent pas de réels bénéfices à payer autant d'impôts. D'un point de vue purement économique, ce phénomène illustre comment les crises successives finissent par avoir un effet boule de neige. Chaque problème vient s'ajouter au précédent et en aggraver les conséquences. Pour le Royaume-Uni, la crise actuelle ne se limite pas à un seul secteur. C'est une crise de la productivité, du pouvoir d'achat, de la dette publique et même de la cohésion sociale. Si nous observons les chiffres de l'emploi et de la main-d'œuvre, nous découvrons une autre facette d'une même réalité préoccupante. Après la pandémie, la plupart des grandes économies avancées ont constaté un rebond de l'activité. Les gens ont repris le travail, les entreprises ont rouvert, la consommation a repris des couleurs. Au Royaume-Uni, quelque chose de troublant s'est produit. Le taux d'emploi n'a pas retrouvé son niveau d'avant la pandémie. Selon diverses estimations, entre 2019 et 2023, la plupart des pays du G7 ont retrouvé ou même dépassé leur niveau d'activité pré-pandémie, tandis que le Royaume-Uni est resté à la traîne. On pourrait penser qu'il ne s'agit que d'une légère différence, mais en réalité, si l'on considère l'ensemble de la population, cela représente plus d'1 million de personnes manquantes dans la population active. Le gouvernement britannique qualifie ces gens de inactifs, plutôt que de chômeurs, parce qu'ils ne cherchent officiellement pas de travail ou ne sont pas disponibles pour travailler. Mais les chiffres sont impressionnants. 11 millions de personnes sont considérées comme économiquement inactives, dont 9,4 millions qui ne figurent pas dans les statistiques officielles du chômage. Parmi eux, on compte environ 2,1 millions d'étudiants âgés de 16 à 24 ans, près de 3,5 millions de personnes de plus de 50 ans qui ont quitté le marché du travail pour cause de maladie ou de départ en retraite anticipée, et environ 1 million de personnes entre 25 et 49 ans qui ne travaillent pas parce qu'elles s'occupent de proches ou d'enfants à plein temps. Si dans l'absolu, il n'est pas surprenant que le Royaume-Uni ait des étudiants ou des retraités, c'est l'ampleur du phénomène et la manière dont il impacte la structure globale de l'économie qui inquiète. Car si des millions de personnes ne participent plus à la production de richesses, qui va payer les impôts censés financer le système de santé? Qui va faire tourner la machine économique via sa consommation? Et qui va pourvoir les emplois nécessaires à la relance de la productivité?
La réponse à cette pénurie a été pour le gouvernement britannique d'ouvrir davantage les frontières à l'immigration, en particulier en provenance d'Asie du Sud et d'Afrique subsaharienne. Le but, bien sûr, est de combler les postes vacants et de maintenir à flot la productivité d'entreprises qui peinent déjà à recruter. Mais ce phénomène migratoire de grande ampleur, accéléré depuis le Brexit, et ce, malgré les discours politiques qui prétendaient vouloir réduire l'immigration, provoque son lot de tensions sociales. Au cours de l'été 2024, on a vu apparaître des protestations et des émeutes anti-immigration dans plus de 20 villes britanniques. Ces troubles ne sont pas seulement le fait de groupuscules extrémistes, mais traduisent un profond malaise chez une partie de la population inquiète de voir changer la composition ethnique et culturelle de leur quartier. Sur le plan politique, certains élus exploitent ces craintes pour marquer des points et la situation est d'autant plus explosive que les perspectives économiques du pays ne s'annoncent pas radieuses dans l'immédiat. Revenons un instant à Londres, avec ses gratte-ciel qui défirent les nuages, ses institutions financières, ses pôles de haute technologie. Cette capitale donne l'impression d'une prospérité à toute épreuve. Et il faut bien l'admettre, Londres reste l'une des villes les plus riches et les plus innovantes du monde. Elle concentre un nombre impressionnant de sièges sociaux, de start-up, d'institutions financières et continue de jouir d'un rayonnement culturel hors pair. Nombre d'artistes, d'ingénieurs, de chercheurs et de personnalités influentes y affluent pour y faire fortune ou simplement profiter du dynamisme ambiant. Mais cette opulence contraste dramatiquement avec d'autres régions du pays où les anciennes cités minières ou industrielles peinent à se réinventer, où les services publics se délitent et où les perspectives de carrière sont bien moins reluisantes qu'à la grande époque de la révolution industrielle ou même des années 1990 à 2000. Pour autant, le sujet semble, dans certains médias traditionnels, souvent relégué au second plan. Les journaux préfèrent peut-être parler des polémiques politiques les plus tapageuses ou se concentrer sur d'autres dossiers internationaux. Revenons maintenant au constat sur la situation britannique. Dans cette histoire, on voit clairement à quel point les événements s'enchaînent et se renforcent mutuellement. D'abord, le Royaume-Uni a subi de plein fouet la crise financière de 2008, puis a opté pour l'austérité sans se soucier du nivellement des inégalités ou de la mise à niveau de la productivité. Ensuite, en 2016, le Brexit a ajouté une couche d'incertitude juridique, économique et sociale, freinant l'arrivée de nouveaux capitaux étrangers. Enfin, en 2022, l'invasion russe en Ukraine a provoqué un choc énergétique majeur, obligeant le gouvernement à redoubler de dépenses sociales pour éviter que les gens ne sombrent dans la précarité énergétique. Résultat, une dette publique qui flambe, des taux d'intérêt qui se retournent contre les emprunteurs, un service de la dette qui dévore les finances publiques et des services sociaux à la peine. Du point de vue historique, c'est un retournement de situation considérable. Rappelons que le Royaume-Uni est la première nation à s'être industrialisée dès la fin du XVIIIe siècle, avec des villes comme Manchester ou Birmingham qui figurent au panthéon de la révolution industrielle. Dès les années 1820, Londres était déjà l'un des principaux centres financiers de la planète, un statut qui s'est renforcé au fil des conquêtes coloniales du XIXe siècle. Au début du XXe siècle, l'Empire britannique couvrait encore près d'un quart de la surface terrestre. Mais après la Seconde Guerre mondiale, le pays a dû faire face à la décolonisation, au bouleversement géopolitique de la guerre froide et à la montée d'autres puissances économiques comme l'Allemagne, le Japon puis la Chine. Malgré tout, jusque dans les années 1980, la City de Londres est restée un pôle financier d'envergure mondiale, tandis que la classe moyenne britannique vivait assez confortablement. Les années 2000 ont même confirmé la place de Londres comme capitale internationale de la finance et de l'immobilier de luxe. Or, cet équilibre précaire a volé en éclats après 2008. Et aujourd'hui, en 2025,
on constate que le pays peine à se redresser. Bien sûr, aucune situation n'est irréversible. L'histoire regorge d'exemples de nations qui ont connu des cycles de prospérité et de déclin. Au Japon, on a parlé pendant longtemps de décennies perdues après l'explosion de la bulle spéculative au début des années 1990, mais aujourd'hui, le Japon reste tout de même la troisième puissance économique mondiale. En Argentine, les crises monétaires se sont succédées et le pays a connu un rang très élevé au début du XXe siècle pour tomber ensuite dans des spirales inflationnistes et des dettes faramineuses. Cependant, l'Argentine figure toujours parmi les économies majeures du continent sud-américain. Le Royaume-Uni, quant à lui, possède des atouts considérables. Une langue parlée mondialement, un patrimoine culturel gigantesque, des universités et des centres de recherche prestigieux, ainsi qu'un marché de services financiers qui reste l'un des plus importants de la planète. Par conséquent, il est tout à fait possible que la situation finisse par se redresser si la volonté politique et l'investissement dans l'éducation, la recherche et l'innovation se manifestent durablement. Mais à court terme, le quotidien des Britanniques n'est pas rose. Beaucoup doivent faire face à une flambée des loyers ou des traites de crédit immobilier, voire à la menace d'une expulsion. Le prix de la vie courante a augmenté plus vite que les salaires, et la classe moyenne s'essouffle. Les inégalités se creusent, notamment entre Londres et le reste du pays. Des zones entières, naguère florissantes grâce à l'industrie, peinent à se reconvertir, et les divisions politiques, nourries par les débats sur l'immigration, la souveraineté et la dévolution, c'est-à-dire le transfert de pouvoir vers l'Écosse, le pays de Galles ou l'Irlande du Nord, n'arrangent rien à l'affaire. Dans ce contexte, il est parfois difficile de distinguer une stratégie de long terme cohérente. Pour beaucoup d'analystes, il faudrait reprendre à zéro un vrai programme d'investissement productif, moderniser les infrastructures, soutenir des technologies de pointe, encourager l'accès à la formation pour que la main-d'œuvre en inactivité puisse se réintégrer sur le marché du travail et assainir les finances publiques sans pour autant freiner la croissance par une austérité trop brutale. Il est facile de dresser ce constat, mais plus dur de l'appliquer concrètement, surtout dans une période où l'État doit déjà consacrer des sommes astronomiques au service de la dette et où une partie de l'opinion est méfiante à l'égard de l'Union européenne, de la mondialisation ou de l'immigration. Au milieu de toute cette complexité, que doit-on retenir? D'abord, le contraste saisissant entre la prospérité de Londres et la fragilité du reste du Royaume-Uni n'est pas un mythe. Les chiffres du PIB, de la productivité, du revenu médian et des investissements le confirment. Ensuite, ce contraste s'est accéléré après la crise de 2008 à cause d'un manque de vision économique, de choix d'austérité, de l'incertitude du Brexit, de la déflagration de la pandémie et de la guerre en Ukraine. Enfin, la charge colossale de la dette et la montée des taux d'intérêt pèsent lourdement sur le financement des services publics, ce qui rejaillit directement sur le niveau de vie des citoyens et sur la stabilité sociale du pays. Pour ceux qui pourraient se dire « Mais comment se fait-il qu'on n'en entende pas davantage parler dans les grands médias ?» Il faut souligner que les crises internationales, tensions entre grandes puissances, pandémie, guerre, ont occupé le devant de la scène, reléguant parfois la crise interne du Royaume-Uni à l'arrière-plan. Il ne faut pas non plus sous-estimer le fait que l'autocritique nationale est un exercice difficile pour tout pays et qu'il peut être politiquement risqué de braquer les projecteurs sur la pauvreté ou la défaillance des services publics quand on se réclame d'une tradition de grandeur et d'un passé impérial prestigieux. Ajoutons que l'actualité britannique est souvent polarisée par le feuilleton de la famille royale, par les controverses politiques ou par les frasques de certaines personnalités médiatiques. Pourtant, le sujet mérite une attention urgente car il touche au cœur même de la vie des gens, leur emploi, leur logement, leur accès aux soins, leur pouvoir d'achat, leur cohésion communautaire. Comprendre cette réalité, c'est aussi comprendre comment fonctionnent nos économies modernes, de plus en plus intégrées et complexes.
Si l'on veut anticiper les prochaines étapes, il faut suivre de près l'évolution de l'endettement britannique, des décisions budgétaires futures et de la manière dont le Royaume-Uni va choisir de se repositionner dans le concert mondial après le Brexit. Se rapprochera-t-il davantage des États-Unis? Nouera-t-il des accords commerciaux inédits avec le Commonwealth ou l'Asie? Sera-t-il forcé de revoir ses règles migratoires après les tensions de 2024? Les Britanniques eux-mêmes ont leur mot à dire, et leurs choix influenceront sans doute la trajectoire du pays pour les décennies à venir. Malgré tout, n'oublions pas la lueur d'optimisme. L'histoire n'est pas figée et les grandes villes comme Londres, Manchester, Édimbourg ou Bristol regorgent d'initiatives entrepreneuriales, culturelles, scientifiques. Il reste une forme de créativité et d'énergie qui peut se traduire en innovation, de rupture et en reconversion réussie. Le Royaume-Uni demeure un lieu d'accueil pour bon nombre d'étudiants internationaux et son savoir-faire dans des domaines comme la finance, le design, l'ingénierie ou la recherche universitaire n'est plus approuvé. C'est pourquoi certains estiment que la situation peut s'améliorer si des réformes structurelles sont menées. Mais dans un environnement politique où chaque parti tente de survendre ou de dissimuler certaines vérités, rien n'est moins certain. C'est là que vous, en tant que citoyen, spectateur, auditeur ou simple curieux, vous pouvez jouer un rôle. Informez-vous auprès de sources variées, comme Ground News, afin de comparer les points de vue. Ne vous laissez pas enfermer dans les récits simplificateurs. Partagez vos opinions, vos analyses, vos expériences personnelles dans les commentaires. Posez des questions, discutez avec d'autres et, si vous le jugez pertinent, faites connaître ces informations autour de vous. L'impact collectif du débat public ne doit pas être sous-estimé. De nombreuses décisions politiques se façonnent en réalité sous la pression de l'opinion publique. Si cette vidéo vous a intéressé, si elle vous a apporté un éclairage ou si elle vous a simplement incité à creuser plus loin le sujet, je vous invite à laisser un commentaire pour dire ce que vous en pensez, à cliquer sur le pouce bleu, à partager ce contenu avec vos proches ou sur vos réseaux et bien sûr à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines analyses. Votre soutien et vos retours sont essentiels pour continuer à produire des contenus approfondis sur des sujets qui parfois ne sont pas toujours rentables pour la monétisation. Nous travaillons avec des sponsors triés sur le volet pour pouvoir maintenir la liberté éditoriale indispensable à ce genre de discours. Dans un monde où l'algorithme met souvent en avant les contenus de divertissement plus légers, votre soutien fait toute la différence. Alors, que retenir en conclusion? Le Royaume-Uni, qui fut jadis le premier pays à s'industrialiser au monde, semble aujourd'hui menacé par un phénomène de désindustrialisation et de baisse prolongée du niveau de vie. Le paradoxe est flagrant, Londres continue d'afficher une prospérité insolente, mais de vastes pans du territoire subissent une précarité croissante. Les crises successives de 2008, du Brexit, de la pandémie et de la guerre en Ukraine ont miné la confiance des investisseurs, creusé la dette publique et accéléré la fracture territoriale. Les signes de reprise ne sont pas inexistants, mais ils sont trop faibles pour compenser la stagnation générale. Il reste donc à voir si un sursaut politique et sociétal pourra survenir. Si vous estimez que ce sujet mérite d'être mieux connu et débattu, n'hésitez pas, réagissez, commentez, proposez d'autres angles ou d'autres exemples. Et si vous êtes curieux de voir, je vous remercie sincèrement d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. C'est en prenant le temps de s'informer et de comprendre le monde qui nous entoure que nous pouvons espérer l'influencer. La situation du Royaume-Uni est complexe, et ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'une grande puissance est mise à l'épreuve. Les Britanniques ont déjà traversé des périodes difficiles par le passé. Pensons à la crise économique des années 1970 avec les grèves massives ou même à l'austérité sévère de l'ère Thatcher au début des années 1980. Toutefois, la résilience et la capacité d'adaptation ont souvent permis de rebondir.
Tout dépendra de la direction que le pays choisira de prendre à partir de maintenant. Pour finir sur une note d'engagement, je vous encourage à partager vos réflexions dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes surpris par certains chiffres, si vous avez déjà vécu au Royaume-Uni ou si vous connaissez des gens qui y vivent et comment ils perçoivent la situation, que vous soyez d'accord ou en désaccord avec l'analyse, votre point de vue m'intéresse. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car nous continuerons à vous proposer des sujets tout aussi cruciaux, souvent délaissés par l'actualité mainstream, mais qui méritent qu'on s'y attarde. Enfin, comme toujours, un petit pouce bleu, un partage sur vos réseaux, ou même un commentaire d'encouragement, ça aide énormément à faire vivre la chaîne. Rendez-vous dans les commentaires, et d'ici la prochaine fois, gardez l'esprit ouvert, informez-vous de manière critique, et n'hésitez pas à confronter les points de vue.